Salut, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de cette série produite par la Direction régionale des affaires culturelles d'Occitanie dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Alors je me situe dans le département du Gers, tout près du petit village de Nogaro. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un patrimoine vivant qui fait la fierté de toute une région, l'élaboration de l'Armagnac. Pour en percer tous les mystères, je vous propose d'aller rejoindre tout de suite Benoît. Il nous attend au cœur du village de Nogaro, ici à quelques minutes, et il est le représentant de la 6e génération d'une des plus vieilles maisons françaises qui élabore de l'Armagnac, labellisée entreprise du patrimoine vivant, la maison d'Artigalongue. Bonjour Benoît. Bonjour Thomas. Merci de nous accueillir ici au sein de votre maison. On est au cœur de la Gascogne et je le disais tout à l'heure dans mon introduction, votre épouse Virginie et vous êtes la 6e génération à la tête de la maison d'Artigalongue. Alors, à en juger par les photos là qu'il y a sur les murs autour de nous, j'ai un petit peu envie de vous dire, l'Armagnac chez vous, c'est une histoire de famille, certes, mais aussi de temps, j'ai l'impression. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette épopée? C'est quoi le point de départ? Je crois 1838, c'est ça? 1838, oui, tout à fait. C'est Pascal d'Artigalongue en 1838 qui décide de s'installer à Nogaro. Donc lui, il est originaire de Saint-Lanne, à côté de Madiran, c'est à 20 minutes d'ici au sud. Ses parents faisaient déjà un peu de négoce de vin et d'Armagnac. Ils avaient des terres, d'Artigalongue, c'est défricheur de terres. L'Armagnac commençait à se développer beaucoup à cette époque-là. Il y avait de plus en plus de vignes et de distillation. Et Nogaro était un axe de passage, c'est toujours un axe de passage entre Toulouse et Bayonne. Ah, donc intéressant pour venir ici s'implanter. Exactement. Et développer son activité. Développer son activité, commencer à vendre un peu plus en local et voire faire de l'export, parce qu'on commençait à exporter de l'Armagnac aussi à cette époque-là. Et donc il s'installe avec une petite affaire au début. Il a vraiment lancé les premières, la première activité de la maison à une petite échelle, avec quelques salariés, quelques employés. Et c'est vraiment son neveu. Ensuite, il a transmis à son neveu, une vingtaine d'années après, Joseph d'Artigalongue, qui lui a vraiment développé l'affaire et a construit la plupart des bâtiments qu'on a encore aujourd'hui. Après Joseph, on arrive là au début du XXe siècle, dans une époque qu'on appelle la Belle Époque, et je crois qu'on retrouve vos Armagnacs à Paris. On retrouve dans Armagnac à Paris, Joseph a eu 2 enfants, André et Henri. Henri est resté à Nogaro pour continuer à gérer l'affaire, et André est parti à Paris. Il avait épousé la fille du procureur de Rouen. Voilà, donc il habitait à Paris. On vendait au Café de Flore, à l'Édouard VII, au Café Riche, qui à l'époque était une institution. Bien sûr. Et donc l'Armagnac se vendait très bien. Je crois qu'on a même retrouvé vos Armagnacs au bon marché. Exactement. Et vous avez ici d'ailleurs une malle qui en témoigne. Quand on avance encore un peu dans l'histoire, je crois qu'à un moment donné, vous allez carrément vous mettre à attaquer le marché des US, de l'Amérique. Il y a eu un marché pour les États-Unis dans les années 30, voilà. Alors la première guerre est passée par là, hein. Ouais. C'est Joseph qui est revenu tenir la maison pendant 14-18, parce que les 2 fils ont été mobilisés. Et ensuite, dès les années 30, ils se sont développés aux États-Unis avec un partenaire là-bas. Donc ils partaient en bateau, il fallait voyager, aller jusqu'au Havre, du Havre aller à New York. Et on a toute la correspondance avec les cartes postales qu'ils écrivaient à chaque étape en disant je prends le bateau, je vous écrirai en arrivant à New York, etc. Incroyable. Et si on avance encore dans cette épopée, on passe la Seconde Guerre mondiale, on est sur qui? Quelle génération? Et qu'est-ce que cette génération va apporter à ce moment-là au développement de votre maison? C'est encore Pierre d'Artigalongue dans les années 40-50 qui va continuer l'export. C'était un grand voyageur, il voyageait beaucoup. Et puis après, alors les 30 glorieuses, hein, donc de belles affaires, ça a permis aussi de beaucoup développer la maison. Et dans les années 80, il transmet à ses 2 enfants qui vont gérer cette affaire, et notamment Françoise d'Artigalongue qui va décider, elle, de se consacrer au marché français et d'aller vraiment cibler les beaux cavistes et la restauration étoilée. D'accord. Et alors, Françoise d'Artigalongue, qui est donc la tante de votre épouse, exactement, Virginie, à un moment donné, se met à vous parler, à Virginie et vous, de la suite, j'allais dire, et votre épouse et vous, qui n'êtes pas, je le précise, qui n'avez pas spécialement grandi ici, vous avez fait des études d'agronomie tous les deux, et vous décidez de reprendre le flambeau de la maison.
Et j'allais dire, vous aussi, quelque part, vous avez quelque chose que vous apportez, une nouvelle pierre à cette histoire. Racontez-moi, je crois que vous vous intéressez aussi au milieu du bar, au milieu des barman, former les barman à l'utilisation des Armagnac dans les cocktails. Oui, je pars au Japon au tout début, quand je suis arrivé. Françoise m'envoie au Japon, un peu le baptême du feu, pour développer ce marché qu'on a réussi. On a trouvé un client là-bas d'ailleurs suite à mon voyage. Et mon client me fait visiter Tokyo et ses bars à cocktails, qui n'étaient pas trop connus encore à l'époque. En tout cas, moi, je les connaissais pas trop. Ce qu'on appelle des speakeasy, donc des petits bars avec tout un cérémonial autour du cocktail. Je suis fasciné par ces barman et je trouve qu'ils arrivent à magnifier les produits, à respecter les spiritueux et à les rendre abordables d'une autre manière. Et en rentrant en France, je commence à m'intéresser au sujet. En France, on commence dans les années 2015, on va dire, un petit peu à développer ces bars un peu haut de gamme et on se dit il faut qu'on propose des Armagnac adaptés au cocktail avec des jeunes eaux de vie qui ont été vraiment pensés pour le bar et on commence à être de plus en plus présent effectivement en France et à l'export sur ce créneau. Ouais. Merci de nous avoir retracé toute l'épopée, Benoît, parce que je trouvais ça important. Vous êtes, je l'ai dit dans mon introduction, mais vous êtes labellisé Entreprise du patrimoine vivant. Il y a une dimension forte derrière ce label, c'est l'idée que vous savez exporter le savoir-faire français. Et je crois qu'en entendant toute l'histoire que vous venez de nous raconter là, on s'aperçoit bien de cette dimension d'exportation de votre savoir-faire. Là, on peut véritablement le dire, aux quatre coins du monde. Maintenant, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je ne tiens plus. Est-ce qu'on peut aller dans votre salle de dégustation et que vous nous racontiez, et le mot est important, comment on élabore l'Armagnac? Tout à fait. Allez, on y va. Allez, je vous suis. Benoît, ça y est, on y est. Je vois plusieurs bouteilles, plusieurs couleurs dans ces bouteilles. Est-ce qu'on peut essayer de définir très simplement ce qu'est un Armagnac ? Alors un Armagnac, effectivement, c'est du vin blanc. On produit un vin blanc qui est distillé dans un alambic armagnaqué spécifique. De là sort une eau de vie, donc une eau de vie à peu près 58% d'alcool, qui est incolore, qui va ressembler à ça c'est de l'eau de vie. Et ensuite, cette eau de vie, on va l'élever dans des fûts de chêne, gascons en l'occurrence. On fait le choix d'avoir des chênes locaux et on va l'élever en fût de chêne pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, etc. Je reviens sur le terroir. Donc, tout parle de la vigne, du vin, de cépages de vin blanc que vous allez donc ensuite, dont vous allez récupérer l'eau de vie et que vous allez assembler. Ici, vous travaillez, vous, avec 8 viticulteurs, c'est ça, qui sont tous un petit peu autour de Nogaro, sur ce terroir dont vous parliez, l'appellation d'origine contrôlée, l'Armagnac, qui, elle, s'étend sur 3 départements. Oui, c'est une AOC, donc tous les raisins proviennent d'une appellation bien délimitée qui englobe le Gers, les Landes et un petit peu le Lot-et-Garonne. D'accord. Voilà. Donc l'intégralité des vins blancs doivent être produits sur cette appellation. Donc nous, effectivement, on travaille avec 8 partenaires viticulteurs à qui on va acheter des cépages Bacco, Uni-Blanc et Folle Blanche. Donc ce sont le nom des 3 cépages qui rentrent dans le cadre de votre assemblage. Donc vous prenez ces 3 cépages, un alambic ambulant passe chez les viticulteurs. Chez les vignerons, exactement. Et vous récupérez l'eau de vie. Oui. Et ensuite, là, comment vous décidez quelle eau de vie on assemble avec quel autre, de quel viticulteur, de quel terroir? J'imagine que à chaque fois, les sols, les expositions, le savoir-faire de tel ou tel viticulteur vous donnent des arômes spécifiques. Tout à fait, on essaye de travailler, c'est un travail d'équipe en fait. Voilà, on a des partenaires, ils vont chacun avoir un terroir différent. On travaille le bas Armagnac, il peut y avoir des terrains plus à l'ouest de l'appellation, côté landais. On travaille aussi avec des viticulteurs côté gersois évidemment, au niveau de Nogaro. Donc les terroirs ne seront pas les mêmes. Il y a une manière de travailler la vigne, il y a une manière de vinifier, de faire le vin qui va être différente. Et après, les alambics, ce ne sont pas forcément les mêmes, ces ambulants. Donc ils vont apporter aussi une touche bien particulière. Donc nous, on a un cahier des charges pour bien définir ce qu'on veut, mais on voit bien que c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on a une diversité de goûts. Et avec le maître de chez, dès l'eau de vie blanche qui est là, par exemple ici, on a 2 terroirs différents et 3 cépages différents. Donc là, on a fait un travail d'assemblage parce qu'on trouve que ces différents terroirs et styles sont complémentaires et nous permettent vraiment de travailler différentes eaux de vie selon qu'on imagine les vendre très jeunes ou selon qu'on imagine les vendre dans 20 ans ou 30 ans.
Donc là, effectivement, on voit bien tous ces paramètres sur lesquels vous pouvez jouer. Votre savoir-faire, il est vraiment là. Vous êtes un éleveur, un assembleur et non pas un viticulteur, pour le coup. Il y a un autre paramètre qui joue beaucoup, vous en avez un petit peu parlé, c'est les fûts dans lesquels vous allez mettre l'Armagnac, ou en tout cas le tonneau au moment où il est fait. Là aussi, c'est ça qui va donner sa teinte, j'allais dire, et tout son caractère. Vous parliez d'eau de vie fine et élégante, mais on va venir compenser avec d'autres arômes et le tonneau, en fait. Exactement. Il y a nos partenaires aussi, c'est un travail d'équipe. On a besoin de tonneliers de qualité, donc on travaille avec 3 tonneliers qui sont tous dans le sud-ouest de la France et qui travaillent avec des fûts de chêne qui ont grandi en Gascogne. Et effectivement, on peut leur demander différents types de chauffe, c'est-à-dire que l'intérieur du fût va être coloré par une flamme quand on fait la chauffe du fût, et selon le temps de passage de cette flamme, on peut faire des chauffes légères, moyennes ou fortes. Voilà. Et donc ça va donner plus ou moins d'intensité, ça va colorer plus ou moins fortement le bois, et c'est ça qui va donner la couleur à l'Armagnac. Est-ce que quand on chauffe le bois, le tonneau, on a aussi des arômes particuliers? Je crois que le chêne dégage de la vanilline, c'est ça? Oui, on dégage de la vanilline. Alors effectivement, selon l'intensité de la chauffe, on n'aura pas les mêmes arômes. Sur une chauffe légère, on aura plutôt un côté vanille et coco, voilà, assez élégant, assez fin. Et après, sur les chauffes très fortes, on va aller chercher la torréfaction, le café, le cacao, qui est très intéressant aussi. Et donc, il faut qu'on imagine dès le début quel profil d'Armagnac on veut faire, à quel moment on les vendra et sur quel marché on les vendra éventuellement. Bon, pour moi, vous êtes un peu entre un magicien et un grand chef cuisinier, quoi. Vous mixez le tout pour arriver à ce qu'on a là. C'est un peu ça. Vous avez cité tout à l'heure une personne clé dans votre maison, la maison d'Artigalang, c'est Ghislain, votre maître de chai. Ghislain, ça fait plus de 30 ans qu'il travaille ici dans votre maison, et je vous propose peut-être pour terminer notre discussion qu'on aille un petit peu voir son domaine. On va parler de l'élevage de ces Armagnacs. Je crois que ça se passe pas très loin d'ici, non? Allez, allons-y. Voilà, on y est, dans le domaine de Ghislain, le maître de chai, avec des fûts autour de nous. Tout ce qu'on voit ici et tout ce qu'on ressent, vous allez nous expliquer ça, a une influence sur la qualité, les arômes de l'Armagnac, des Armagnacs qui vieillissent et de ceux que vous allez mettre ensuite en bouteille. À commencer peut-être par l'air ici qu'on sent assez sec. Oui, ici on est en hauteur, on est à 5 mètres de hauteur, on est dans un chai sec. Qui va avoir une particularité sur l'élevage. En fait, chez d'Artigalang, on a 4 chais en tout. On a un autre chai juste à côté qui est très sec, très chaud l'été. Et c'est là où on démarre le vieillissement pour des Armagnacs qu'on va essayer de vendre assez jeunes. Parce qu'en fait, la chaleur accélère le processus de vieillissement et ça nous permet d'avoir des Armagnacs après 2 ans, 4 ans, 5 ans qui sont déjà assez intéressants pour la dégustation. Et à contrario, on a des chais humides au niveau du sol, sur la terre battue. On a beaucoup d'eau dans le sous-sol. Ici, il y a des thermes, Barbotan-les-Thermes à côté, Eugénie-les-Bains, etc. Donc, il y a beaucoup d'humidité qui ressort. Et le chai humide, ça va plutôt donner de la rondeur, de la profondeur et cette aromatique un peu spécifique qu'on retrouve dans des vieilles caves, ce côté un peu sous-bois et forêt. Donc ça, c'est l'impact, effectivement, du lieu de vieillissement. Impact du lieu de vieillissement, on parlait de la température, de l'air, de son degré d'humidité. Il y a autre chose, c'est, on va dire, l'âge du bois. Les fûts qui nous entourent ici, selon que vous mettez l'Armagnac dans un fût jeune, neuf, ou dans un fût vieux, il ne va pas vieillir de la même façon. Oui, on va avoir une différence. Le fût neuf, là, donc le premier remplissage d'un fût lorsqu'on vient de l'acheter chez le tonnelier, c'est le premier apport de tanin qui va être le plus important, évidemment. Et donc, cet apport, il va avoir un côté un peu rustique, un peu planche, comme quand on scie une planche, cette aromatique-là qui est intéressante, mais il va falloir être patient, c'est-à-dire c'est des eaux de vie en général qu'on va vendre après 10 ans. Le temps que tout ça se fonde. En revanche, après la première année de remplissage, on va vider la barrique puisque l'apport de tanin a été suffisamment important et donc on va mettre la récolte qui suit dans un fût qui deviendra un fût de deuxième remplissage. Et à ce deuxième remplissage, étant donné qu'on a pris les premiers tanins les plus forts, on va aller un peu plus en profondeur dans le bois, chercher des choses un peu plus douces, des tanins un peu plus intégrés et avoir des choses un peu plus gourmandes et avec un peu plus de fruits. Et donc ces deuxièmes remplissages, voire troisième
troisième remplissage et quatrième, etc. On va les préserver plutôt pour des jeunes armagnacs qui vont être plus sympathiques à boire assez rapidement, après 4 ans, 6 ans, 7 ans. Donc il y a vraiment ce distinguo fût neuf et fût usagé. Je sens une odeur particulière ici, comme si l'Armagnac s'évaporait un petit peu. Est-ce que c'est ça qu'on appelle la part des anges? Et est-ce qu'à un moment donné, cet Armagnac, vous le sortez des fûts? Alors la part des anges, effectivement, c'est évaporation, puisque le fût, c'est poreux, et c'est ce qu'on veut, en fait, c'est ce qu'on souhaite. L'élevage de l'eau de vie, il faut qu'il y ait un échange avec l'oxygène, et à travers le bois, il y a l'oxygène qui passe. Et c'est vrai qu'on dit souvent que les anges, c'est notre premier client, puisqu'on perd 3% chaque année du volume total qu'on a en stock. Chaque année, qui 3% part vers du les anges. fût Voilà, c'est ça. qui part vers les Voilà, anges. Je donc ne sais pas si c'est cette odeur qu'on sent ici, mais effectivement, on sent quelque chose d'assez marqué, qui est très proche de ce qu'on goûte. Voilà, c'est ça. Il y a un autre client, c'est un champignon qu'on appelle le torula. On voit les murs qui sont noirs, et c'est un champignon spécifique qui se développe à partir de cette part des anges et de ces vapeurs d'alcool. Voilà. Donc c'est un client aussi qu'il faut pas négliger. On n'est pas tout seul ici, j'ai l'impression. À quel moment, je disais, vous décidez de passer à l'embouteillage, et au moment de cet embouteillage, je crois savoir que vous sélectionnez, c'est-à-dire qu'il y a à nouveau un assemblage, mais cette fois-ci entre les fûts, pour arriver à ce que vous mettez en bouteille. Oui, on a dans notre gamme 2 univers, on va dire. On a l'univers du millésime, où là, c'est vraiment l'année de la récolte qui parle et où on va vendre des barriques millésimées, 100% de la récolte de l'année. Et après, on a une gamme d'assemblage, où là, avec le maître de chez, l'idée, c'est d'avoir une gamme d'assemblage de 4 ans, 10 ans, 15 ans, 25 ans, etc., où on soit capable de reproduire le même style régulièrement, en assemblant différentes barriques et différents millésimes entre eux, un qui va être plus fruité, l'autre qui va être plus tannique. Et là, il y a le savoir-faire de créer des compositions pour avoir un style bien défini, et que les gens qui aiment ce style d'Artigalongue sur le 15 ans d'âge, par exemple, le retrouvent chaque année, année après année, sachant que nous, la recette, entre guillemets, on va la réviser tous les 2 ou 3 ans, et donc il faut arriver à reproduire la même chose à chaque fois. D'accord. Et alors justement, peut-être la dernière question, jusqu'à combien de temps on laisse vieillir, on élève un Armagnac? Alors, chai d'Artigalongue, le fait d'avoir ces chais secs, c'est intéressant, puisque le chai dans lequel on est ici, qui est un chai mi-sec, on va dire, le degré de l'Armagnac va être relativement stable dans le temps, alors que dans un chai humide, le degré de l'Armagnac va diminuer beaucoup. Alors, chai d'Artigalongue, on peut les garder jusqu'à 50 ans en fût de chêne, voire un peu plus, et au bout d'une 50aine d'années, on va se rapprocher de 40% d'alcool, le degré va diminuer, donc il faut qu'on arrête le vieillissement, l'élevage, et puis en termes aromatiques, il y a plus d'intérêt non plus, et donc là, on les transfère du bois vers le verre, dans des bonbonnes, voilà, de 30 ou 40 litres. Et dans ces bonbonnes, on dit que le vieillissement va être très fortement ralenti. Ça vieillit toujours un petit peu à l'échelle de plusieurs décennies, on va dire, mais l'Armagnac va évoluer beaucoup plus doucement. Bon Benoît, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici. On se sent vraiment très privilégiés, et j'espère que nos spectateurs aussi auront découvert ce qu'est le métier d'assembleur, d'éleveur de ces eaux de vie qui finissent par former de l'Armagnac, ce produit d'exception. Merci vraiment à vous de nous avoir accueillis ici. Écoutez, c'était un grand plaisir de vous recevoir et effectivement de vous faire découvrir ce savoir-faire. Merci. Alors pour vous qui nous regardez, évidemment, on va rappeler une chose, l'Armagnac est un produit d'exception, mais il se déguste avec modération, bien sûr. Alors notre épisode touche déjà à sa fin, mais si vous aussi, vous avez envie de découvrir la Maison d'Artigalongue et peut-être d'autres sites, une occasion à ne pas manquer, les Journées européennes du patrimoine. Ça se passe les 16 et 17 septembre 2023, et ce sont près de 2500 événements et sites qui vous attendent, qui vous ouvrent leurs portes dans toute la région. À très vite pour un nouvel épisode. Salut!